Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint ne veut pas changer, c'est le sujet d'aujourd'hui. Émission numéro 1 sur 2 émissions qui aborderont le même sujet. Bonjour, ravi de vous retrouver. Je ne peux que souhaiter que vous êtes en forme, que vous allez bien, ou même si vous avez le sentiment de ne pas être en super forme et de ne pas aller bien, dans une volonté d'être en forme et d'aller bien, parce que c'est déjà comme ça le démarrage pour aller bien, être en forme, que ce soit individuellement ou en couple. Et je rappelle que le bonheur du couple dépend du bonheur individuel. Je voudrais remercier ceux qui ont mis des commentaires sur les émissions précédentes et je vous remercie pour vos soutiens, encore une fois. C'est vraiment génial de voir que ce que je partage avec vous vous aide. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le changement dans le couple. Alors, c'est un sujet qui, fait couler beaucoup d'encre, mais aussi prononcer beaucoup de paroles. Déjà sur ce blog Couple Heureux, j'ai fait des émissions sur le principe de faire des efforts en couple. Doit-on faire des efforts en couple ? Je crois qu'il y a 2 ou 3 émissions qui sont sur ce même sujet. Je vous encourage à aller regarder parce qu'évidemment, la notion d'effort est en relation avec le changement en général. Quand on change, c'est un effort. Quand on attend à ce que l'autre change, eh bien, on attend un effort de sa part. Aujourd'hui, là, on est sur ce sujet. Mon conjoint ne veut pas changer. Vous êtes dans un couple dans lequel vous avez fait des remarques, vous en avez marre de certaines choses que vous considérez qui vous pourrissent la vie conjugale, qui peut-être même pourrissent la vie, et vous demandez des changements, vous demandez des prises en considération, et vous voyez que votre conjoint ne veut pas changer. Alors je vais commencer par quelque chose qui n'est pas spécialement un encouragement, mais qui est une réalité, constat. Il est beaucoup plus facile de changer de conjoint que d'attendre que son conjoint change. Donc beaucoup plus facile et même beaucoup plus rapide. Et je dirais même parfois plus efficace. En fait, attendre de son conjoint qu'il change est une erreur conjugale. C'est pas facile à intégrer, à entendre, à accepter, à avaler, à digérer et à vivre quotidiennement, de prendre conscience que le fait d'attendre de son conjoint qu'il change est un aveu d'échec ou c'est un échec conjugal. C'est une erreur conjugale. On ne se met pas en couple en projetant de changer son conjoint. Alors, pour permettre de comprendre un petit peu, parce que je sais que certaines personnes ont de la difficulté avec cette idée, c'est l'idée que quand vous êtes tombé amoureux ou quand vous avez choisi la personne avant de tomber amoureuse d'elle, à supposer que ça ait pu fonctionner dans l'autre sens, vous étiez conscient que cette personne vous plaisait. Ou si vous l'avez choisi, c'est parce qu'il y avait des critères. Mais je prends plutôt le principe classique, général, actuel, depuis post-68, on fait l'amour, on se met en couple parce qu'on s'aime, et non plus pour s'arranger au niveau business, économique, familial ou politique. D'accord ? Donc on part du principe que vous vous êtes choisi parce que vous vous aimiez. Vous avez choisi votre conjoint, votre partenaire, parce que vous l'aimiez. Il avait ou elle avait des choses qui étaient en lui ou en elle, et je vais rester sur un singulier qui inclura le lui et le elle. Donc il avait des choses qui vous plaisaient. Il était quelqu'un de chouette, de formidable, d'heureux, de bien assis, d'attirant. Et la liste des qualités pouvait être longue. Quand on vous posait la question de savoir pourquoi c'est lui, pourquoi c'est elle, c'était évident pour vous. C'est parce que ceci, parce que cela. Malheureusement, parfois j'entends, c'est parce qu'il était gentil ou parce qu'elle était gentille. Ça, c'est pas une qualité, mais peut-être que j'y reviendrai une autre fois. Donc, vous avez choisi l'autre en prenant en considération sa réalité. Alors, si vous êtes allé très vite et que vous êtes vite mis en couple, sachant que je ne donnerai pas de durée, parce qu'en fait, la notion de vite est subjective, eh bien, vous avez peut-être négligé l'intérêt d'apprendre à connaître votre conjoint en pariant sur l'idée que de toute façon, vous auriez, vous, la souplesse et la capacité à vous adapter à votre conjoint et lui, à vous. Peut-être avez-vous commis une autre erreur qui est de penser que de toute façon, vous n'aviez pas à chercher à vous adapter l'un à l'autre parce que vous alliez tellement bien l'un avec l'autre. Peut-être avez-vous commis une autre erreur qui consistait à penser que de toute façon, les petites choses qui vous déplaisaient chez votre conjoint
allait changer avec le temps, il allait changer. Peut-être avez-vous commis cette dernière erreur qui consistait à penser que l'amour est tellement fort entre vous que de toute façon, il permettra de dépasser les éventuels problèmes que vous rencontrerez. Après ces 4 erreurs, vous êtes peut-être, et j'espère que le moins de personnes parmi ceux qui m'écoutent, parmi celles qui m'écoutent, se sentent concernées par cela. Mais après ces 4 erreurs, peut-être êtes-vous en train de vous dire j'aimerais tellement qu'il change, j'aimerais tellement qu'elle change. J'aimerais qu'il soit autrement, j'aimerais qu'elle soit différente, j'aimerais qu'il soit plus attentif, j'aimerais qu'elle soit plus tendre, j'espérais qu'il me fasse moins de remarques, j'aimerais qu'elle soit plus généreuse, plus bienveillante, j'aimerais qu'il soit plus présent, plus sensible, plus à l'écoute, j'aimerais qu'elle soit plus serviable, plus tendre, moins dure. Et la liste peut se poursuivre. Et au fond de vous, vous sentez poindre cette envie que votre conjoint change. Vous le lui avez demandé, vous l'avez formulé de maintes fois, parfois en faisant plusieurs remarques. J'en ai marre quand tu fais ça, il y en a ras-le-bol que tu fasses comme ci. J'aimerais bien que tu changes, que tu fasses comme ci et que tu fasses comme ça. Et vous voyez que votre conjoint ne veut pas changer. C'est dur. En fait, peut-être le plus facile, ou plutôt le plus réaliste, le plus rationnel, le plus raisonnable, est de choisir de vivre avec quelqu'un qui n'aura pas à changer pour vous plaire. Quelqu'un qui vous plaît en l'état. Alors ça ne veut pas dire qu'il vous plaît en l'état à 100%, mais quand même de vous dire que vous avez choisi ou vous choisissez de vivre avec quelqu'un qui n'aura pas à changer pour vous plaire. Quelque part, c'est là que commence l'amour. Souvent, j'entends que l'amour, c'est quand on se sent vraiment, on sent du chaud, on est bien, c'est désirable, c'est la bonne humeur. Oui, l'amour, c'est génial, c'est tout ça, c'est le fluide, tout passe et tout ça. Mais je dis aussi que l'amour sert particulièrement quand ça ne va pas, quand c'est pas la bonne humeur, quand c'est pénible, quand c'est difficile à vivre. Parce que c'est là que vraiment on est en train de toucher, j'ai envie de dire, à la colonne vertébrale de l'amour. C'est pas quand l'autre nous plaît et que, entre guillemets, c'est facile parce que tout colle, tout passe. Donc c'est vraiment dans cette difficulté, dans ces moments où la difficulté pointe à l'horizon que l'amour vient à notre secours. Parce qu'en fait, si on ne supporte pas ce que fait quelqu'un et que c'est un pote, on coupe, on vire, on prend la distance. Par contre, ou même si, plus encore, si c'est quelqu'un d'indifférent à nous, qui nous est indifférent. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, eh bien on est dans une autre dynamique. L'amour est vraiment utile justement quand le conjoint, le partenaire, vit des choses, est des choses, fait des choses qui ne nous plaisent pas. C'est là qu'on aime. Si vous êtes parent, vous pouvez le comprendre. Vous savez que quand vous avez mis des enfants au monde, ils ne feraient pas et ils ne seraient pas ce que vous vouliez qu'ils soient et qu'ils fassent. Parce que plus votre enfant grandira, plus sa liberté se manifestera et plus il se détachera jusqu'à couper d'avec des éléments qui sont des projections parentales. Dans la conjugalité, c'est un petit peu différent parce qu'on a l'impression d'avoir pris quelqu'un qui était presque produit fini. Alors qu'avec un enfant, on a l'impression d'être sur la matière première. On pense, et je pense on pense à tort, bien souvent, en tout cas en tant que parent, c'est comme ça que j'en suis maintenant à témoigner. On pense qu'on va pouvoir changer l'enfant, on va pouvoir le guider, on va pouvoir faire en sorte que l'enfant soit comme on veut qu'il soit. Mais avec le conjoint, on est face à un produit fini, donc on est moins dans ces dynamiques-là. Eh bien, je trouve que c'est intéressant qu'avec le conjoint, on le prenne aussi en l'état, comme il est. Et si vraiment il ne nous convient pas, eh bien, il y a des décisions qui sont à prendre en conséquence. On estime qu'on ne peut plus vivre ça, qu'il est inacceptable pour nous, compte tenu de nos valeurs, de notre projet de vie, etc., de vivre cela avec lui ou avec elle. Eh bien, prenons la mesure de notre erreur, de notre choix-erreur, de nos choix-erreurs, éventuellement choix cumulés, sans forcément se flageller en disant « je suis nul, je ne vaux rien, je n'ai pas fait un bon choix ». Mais en assumant notre choix, en portant les conséquences de notre choix. Alors, dans ces choix-là, il peut y avoir le fait de se dire que le changement est un réel travail pour la personne qui veut changer.
Mettez-vous dans la peau de celui ou celle à qui on demande de changer. Pour vous, tout va très bien. Vous êtes bien dans votre peau. Par exemple, vous êtes un tempérament qui, de temps en temps, avait envie de vous enfermer dans votre bulle. Voilà. Vous aimez ces temps de solitude, que ce soit pour écouter de la musique, pour lire votre journal ou faire du bricolage, du tricot, ne rien faire, peut-être être là et flaquer, comme disent les Suisses. Vous savez, comme une flaque, vous êtes là, vous êtes posé, vous ne bougez pas. Devant la télé, par exemple. Ou sur votre terrasse. Et puis votre conjoint trouve que cette attitude n'est pas acceptable au bout d'un moment. Au début, ça allait bien, parce qu'en général, quand on se fréquente au début, ça va assez bien. On trouve ça chouette, il ou elle prend soin de lui, il sait prendre le temps, la vie cool, tout ça. Puis c'est au bout de quelques années qu'on se rend compte que peut-être ce côté-là est un petit peu pénible. Et votre conjoint vous demande de changer. Vous qui aimez vous poser, flaquer, prendre votre temps, être tranquille, seul, isolé dans votre coin. C'est dur, hein? Vous percevez que vous bougez pour vous mettre au rythme de l'autre est difficile. C'est justement intéressant de voir que quand on demande à un conjoint de changer, on lui demande quelque chose qui n'est pas dans son programme. C'est un petit peu comme si vous demandiez à votre fourchette de faire cuillère. C'est pas dans son programme. Donc, si vous intégrez l'idée que ce que l'on demande à son conjoint ne correspond pas à son programme, déjà vous comprenez que ça change la pression ou le poids qu'on peut lui demander. Et peut-être déjà dans un premier temps, je dirais que quand je veux que mon conjoint change, j'ai d'abord le premier choix à faire qui est de m'imposer d'accepter mon conjoint comme il est. Surtout quand au début de nos fréquentations, eh bien c'était déjà présent. D'ailleurs, j'étais en train de préparer une émission sur l'importance de la première année. Je ne sais plus dans combien de semaines elle sera publiée. Mais quand, dans la première, deuxième année, je ne voyais aucun inconvénient à ce fonctionnement, même que j'en souriais, je trouvais ça sympa et que c'était propre à lui ou à elle, eh bien c'est encore plus difficile de chercher à lui faire comprendre à quel point maintenant, au bout de 4 ou 5 ans, eh bien je trouve ça pénible, difficile, irritant et que j'ai envie qu'il ou elle change. Donc si j'intègre moi, dans mon fort intérieur, l'idée que je demande à l'autre de procéder à un changement de nature qui donc est sur le principe insurmontable parce qu'il ou elle n'est pas comme ça, eh bien ça va commencer à tamponner au fond de moi ma volonté de le faire changer. Est-ce que mon conjoint est capable de changer? Est-ce que mon conjoint a envie de changer pour être comme je souhaiterais qu'il soit? Et puis ça pose une question de fond. Est-ce vraiment de l'amour de demander à l'autre de changer? Enfin, de l'amour altruiste? Ou est-ce de l'amour pour moi? Est-ce que je suis en train d'essayer de prendre une télécommande pour demander à mon conjoint de correspondre à ce que je voudrais moi? C'est à lui de décider, d'envisager de changer s'il estime que sa manière de fonctionner me dérange moi. D'accord, moi qui suis dérangé, je peux aussi formuler des demandes. En intégrant l'idée que tant que lui ou elle n'aura pas intégré la nécessité du changement, eh bien, j'aurai à prendre sur moi, quelque part, je prends cette expression, même si je ne l'aime pas beaucoup, je préfère accepter qu'il ou elle est comme ça. Alors, je sais que je suis en train d'aborder un sujet difficile, et je vous ai dit que c'est le premier épisode, il y aura la suite la semaine prochaine. Mais je voudrais d'abord commencer par cet épisode-là parce que ça me paraît important de m'arrêter sur cette réalité d'un être vivant, libre, que j'ai aimé comme ça pendant des mois, peut-être même des années. Et que peut-être, c'est moi qui ai changé. Alors je demande à mon conjoint, alors que moi j'ai changé parce que je ne supporte plus ce que je supportais avant, de bien vouloir changer pour s'adapter à moi. Je me pose vraiment la question de l'amour. Peut-être de l'amour dont j'ai besoin d'apprendre qu'il est vraiment amour quand il est empreint d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Peut-être ai-je besoin d'apprendre à aimer
à m'aimer aussi avec ce que je ne supporte pas de moi. Et ce travail sur moi-même pourra me permettre d'apprendre à aimer l'autre avec ce que je ne supporte pas de lui. Une sorte de bienveillance qui produit du reflet de bienveillance vis-à-vis de moi-même, qui produit un reflet de bienveillance vis-à-vis de l'autre. Peut-être que je peux même ouvrir au plus large avec mes collègues, mes voisins, mes parents. Est-ce que je suis capable de les accepter comme ils sont ? Est-ce que j'ai fait ce travail sur moi-même de me dire, mon père, ma mère, ma sœur, mon voisin, mon patron, mon collègue ont ceci et cela de pénible, je les accepte comme ça, sans attendre d'eux qu'ils changent. Vous savez, je suis en train de vous alerter à une situation qui n'est pas évidente. Et je sens en même temps en moi l'envie de témoigner parce que je suis quelqu'un d'exigeant. Et j'ai fait ce travail dont je suis en train de vous parler. Je le fais parce que j'en ai parlé au passé comme si ça y est, j'étais arrivé. Non, je ne suis pas arrivé, je suis en chemin vraiment. Et je crois qu'en mettant le pied sur ce chemin, j'aurai à le fouler jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je change. Je comprends que je ne peux pas demander aux autres de changer à la vitesse qui est la mienne pour s'adapter en permanence à moi, pour me satisfaire en permanence. Je choisis donc d'accepter les autres comme ils sont. Et puis, quand j'estime que c'est trop pénible pour moi, je prends mes dispositions, soit des distances, soit un temps de fréquentation, soit la retenue, soit je ne sais pas quoi, trouver un artifice. Je ne vais pas vous donner mes pistes à moi, mais cherchez. Il y a des moyens, si vous avez besoin d'aide, vous savez où vous pouvez me trouver, pour faire en sorte que de cette incapacité à supporter l'autre, à supporter ce que fait l'autre, ou ce qu'est l'autre, je passe à une capacité à accepter l'autre dans sa globalité. Et même si de temps en temps je vais sentir poindre des démangeaisons d'envie de lui dire change, de me dire accepte-le, je t'accepte comme tu es, je t'aime comme tu es, je t'ai choisi comme cela. Il y a une chanson de Freya Readings qui dans la même chanson, dans la même phrase, dit de son amour qu'il est son poison et sa drogue en même temps. Vous voyez, cette sorte de mélange entre quelqu'un que l'on aime mais qui nous empoisonne finalement, ou avec lequel on s'empoisonne. Attention, je ne suis pas en train de vous dire si vous êtes violenté, si vous êtes abusé, si vous êtes violé par votre partenaire, si vous êtes frappé ou humilié, de vous dire c'est comme ça, j'accepte. Là, on est sur de l'inacceptable. À mon échelle à moi. À vous de mettre le curseur de l'inacceptable là où vous voulez. Là où vous sentez que c'est en infraction avec votre propre règlement intérieur. Mais vous avez bien compris qu'il s'agit de choses qui ne sont pas condamnables sur le plan juridique, pénal, mais de choses que vous condamnez au fond de vous parce que vous ne les aimez plus, quoi. Parce que vous ne supportez plus. Je vous laisse prendre le temps de travailler sur vous, peut-être et surtout de ne pas en parler à votre conjoint. Là, c'est vraiment un travail personnel de chaque conjoint avec lui-même, de rencontre intérieure, pour se repositionner dans une volonté d'aimer, dans une capacité à aimer, pour peut-être aller crier au secours là où on a besoin d'apprendre à mieux aimer, et faire en sorte que le bonheur respectif participe au bonheur conjugal, sans que l'autre ait à changer quoi que ce soit. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. Ça a été génial de passer ce temps avec vous et vraiment je souhaite que vous puissiez prendre ce temps aussi pour travailler sur vous-même, pour créer votre bonheur en couple, sachant que comme je l'ai dit plusieurs fois et je crois que je vais le répéter encore quelques semaines, il dépend de votre bonheur respectif. Prenez le temps d'aller mettre vos étoiles, vos commentaires, vos remarques sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous et vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt.